Bonjour, vous m'entendez? OK. Ouais, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter un peu les activités de la chaire de Jean-Bernard Lasserre, donc qui s'appelle, Polynomial Optimization for Machine Learning. Donc le but, c'est de ne pas trop rentrer dans les détails techniques. J'ai juste envie qu'à la fin, vous compreniez le sens des 5 dessins qu'il y a en bas de l'écran. Donc bon, qu'est-ce que c'est, cette chaire et qui y a à l'intérieur? Donc vraiment, le but de la chaire, comme son nom l'indique, c'est, d'utiliser des techniques d'optimisation polynomiale pour faire du machine learning, et en particulier donc la robustesse des réseaux profonds. Donc là, sur la gauche, vous voyez un polynôme, et à droite, vous voyez un réseau. Donc voilà, on utilise ces techniques pour le ML. Alors, qui a dans la chaire? Alors, il y a un peu un intrus sur cette liste de photos, parce que Edouard, il n'est pas dans la chaire, mais on travaille beaucoup avec lui. Donc, on est trois. Donc, il y a le grand chef Jean-Bernard, vous voyez avec les lunettes, et Milan Corda et moi-même. Et ensuite, on a deux thésards, donc Tongshen, qu'on a recruté en 2019, qui va soutenir bientôt, et Alexei Lazarev, qu'on a recruté l'an dernier. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte de qui, quoi. Et là, je vais vous présenter donc, un peu une partie technique où vraiment je vais décrire la méthodologie qu'on utilise. Donc c'est la méthodologie de l'optimisation polynomiale. Donc le problème d'optimisation polynomiale, en général, c'est un problème qui est très dur, donc qui est potentiellement non convexe et en général NP difficile. Et alors, ce qu'on fait, c'est que d'abord, il y a une partie de modélisation du problème qui est purement théorique et qui ne sert à rien en pratique. C'est de dire que ok, ce problème, il est non linéaire en dimension finie, mais en fait, on peut l'écrire comme un problème linéaire en dimension infinie. Et donc après, vous avez une vision primale et duale des choses. Donc Nicolas parlait de hiérarchie SOS, mais en fait, c'est une hiérarchie moment SOS, parce qu'il y a l'aspect primal et l'aspect dual. Et donc voilà, on peut, dans le primal, réécrire ce problème comme un problème d'optimisation, non pas sur un ensemble donné en dimension finie, mais sur un ensemble de lois de proba. Alors elles sont pas libres, mais il y a d'autres hiérarchies où on peut imaginer qu'elles sont libres. Et, ou alors dans le dual, tout simplement comme un problème d'optimisation sur des polynômes positifs. Et ce qu'on fait en pratique pour avoir des bornes sur ce minimum, c'est que on va approcher ces objets-là qui sont en dimension infinie, soit par les moments des mesures, donc ça c'est dans le primal, soit on va dire que en fait un polynôme, si c'est une somme de carrés, alors il est positif, trivialement. Et ça en fait, c'est ça qui fournit l'aspect certifié de ces techniques, parce que ça vous permet d'avoir des bornes inférieures du minimum. Par comparaison avec des méthodes type Monte Carlo, où vous faites une évaluation brutale de votre domaine, et ça vous donne une borne supérieure du minimum. Et le gros avantage théorique de ces méthodes, c'est que si vous augmentez le degré d'approximation, si vous le faites tendre vers plus l'infini, vous obtenez la convergence de cette hiérarchie. Donc elle est modélisée par l'escalier que vous voyez. Et en pratique, quand vous fixez un degré d'approximation, vous avez un problème convexe en dimension finie, donc un programme semi-défini, où typiquement l'ensemble faisable ressemble à cette chose-là. On appelle ça un spectraèdre pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a cette technique qu'on utilise. Et en fait, cette technique, elle a attiré l'attention dans beaucoup de domaines, autant en maths applique, en info théorique, en ingénierie. Enfin, elle permet vraiment d'attaquer beaucoup de choses. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un livre écrit par Jean-Bernard et Milan qui font partie de la chaire, et aussi Didier Henrion, où vous avez tout un tas d'applications. Et il y a des nouvelles applications émergentes qui ont de plus en plus de popularité, donc notamment en info quantique, donc évidemment en apprentissage, ça je vais en parler plus aujourd'hui, mais aussi en système électrique. Et donc là, je vais vous présenter les trois types de méthodologies qui sont liées à l'opti polynomiale. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle les hiérarchies sparses ou parcimonieuses. En fait, les gens râlent souvent sur ces méthodes de hiérarchie parce que elles coûtent très cher. Et donc nous, on essaye de les faire passer à l'échelle. Et donc ici, on suppose que les entrées du problème, elles sont sparses. Et il y a plusieurs types de sparsité qu'on peut utiliser. La première, c'est ce qu'on appelle la parcimonie corrélative. Ça, c'est quand vous avez peu de produits de variables. Donc ici, vous avez l'exemple le plus bête auquel on peut penser. Vous voyez que les variables, elles sont toutes reliées, mais en fait, elles sont reliées explicitement qu'à une ou deux autres variables. Donc, par exemple, la variable 2, elle ne voit pas directement la variable 100. Et donc, vous avez ici un exemple un peu plus compliqué où vous voyez qu'en fait, il y a un des nœuds
qui représente une variable qui est isolée, qui est liée qu'à une autre variable. Et donc, quand vous avez ça, en fait, vous allez pouvoir casser la taille des programmes finis que vous résolvez. Donc, au lieu d'avoir une grosse matrice, vous allez avoir plein de petites matrices. Après, il y a un second type de parcimonie qui est beaucoup plus classique, qui est de dire, OK, si on prend un polynôme à 100 variables de degré 5, on a tant de termes possibles, mais dans le problème, en pratique, il y a très peu de termes. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut exploiter. Là, vous avez un exemple, vous avez 2 variables, mais un degré très élevé. Donc il n'y a pas de parcimonie corrélative, mais il y a une parcimonie de termes. Et donc après, alors évidemment, ça vient avec un inconvénient potentiel, c'est que la qualité des bornes qu'on obtient n'est pas forcément très bonne, donc il y a vraiment un compromis. Et nous, on exploite à fond, la parcimonie, mais on essaye aussi de se débrouiller pour avoir le maximum de précision. Donc là, on a écrit un monographe récemment qui va sortir en avril prochain sur ces techniques, avec vraiment plein d'applications pratiques, dont celles qui sont liées à l'apprentissage. Ensuite, donc la deuxième grande classe de méthodes qui est utilisée donc, principalement par Milan Korda, c'est les opérateurs de Koopman. Alors, ce n'est pas exactement comme l'optimisation polynomiale, mais ça a vraiment la même saveur. Parce qu'au départ, vous avez encore une fois un problème non linéaire en dimension finie. Et en fait, vous allez représenter ce système avec un opérateur qui, lui, est linéaire en dimension infinie. Et ensuite, vous allez tronquer, vous allez approcher le spectre. En gros, vous allez prendre un nombre fini de valeurs propres pour schématiser. Et à la fin, ça vous donne encore des programmes convexes. Alors ici, c'est des programmes linéaires, donc ça peut même aller encore plus vite que des programmes semi-définis. Donc ici, vous avez un exemple que j'ai volé à Milan, où on voit les opérateurs de Koopman qui sont appliqués pour faire de la commande prédictive, et donc qui permettent de stabiliser les fréquences. Donc vous voyez le graphe à droite. Et la troisième méthodologie qui est utilisée, c'est les noyaux de Christoffel-Darboux. Alors c'est un vieil outil en théorie de l'approximation. Les gens qui font des maths dans ce domaine-là connaissent très bien. Donc c'est un lien avec les polynômes orthogonaux par rapport à une mesure donnée. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails des définitions de la fonction de Christoffel ou des noyaux de Christoffel-Darboux, mais avec ça, on peut faire vraiment plein de choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont très, très excités par ça en ce moment. Donc, ce qu'on peut faire, donc là, ça rentre vraiment dans le cadre ML, c'est de la détection des outliers. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez construire cette fonction de Christoffel, vous allez regarder ces lignes de niveau. En fait, les lignes de niveau vont épouser le support d'une mesure. Et il se trouve que le support de la mesure, c'est exactement ce que vous cherchez à approcher. Donc, c'est ces nuages de points. Donc, c'est aussi appliqué dans d'autres domaines comme l'interpolation. Donc, ici, vous avez une approximation par la fonction de Christoffel-Darboux. Et vous voyez qu'il n'y a pas de vérification de Microsoft Excel. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effet de Gibbs au niveau des discontinuités de la dérivée. Mais donc voilà, c'est une des propriétés intéressantes de la Christoffel. Et à droite, en fait, c'est la reconstruction d'une trajectoire d'une EDP non linéaire, qui est l'EDP de Burgers, où on arrive en fait à approcher le choc que subit la trajectoire. Et donc voilà, la fonction de Christoffel-Darboux, c'est très facile à définir. C'est 20 lignes de code grand max. On prend les données en entrée, on construit une grosse matrice à partir de ces données. Si elle est inversible, on l'inverse. Sinon, on rajoute une perturbation pour pouvoir l'inverser. Ensuite, avec ça, on construit un certain polynôme et on approche ces lignes de niveau. Donc là, encore une fois, il y a un monographe qui a été écrit par Édouard et Jean-Bernard et notre collègue Mihai Poutinard qui creuse le sujet, donc si ça vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la chaire avec ces 3 méthodes? Donc, la première méthodologie, on l'utilise principalement pour certifier la robustesse des réseaux de neurones. Donc ça, il y a plusieurs personnes qui en ont déjà parlé hier. Et donc là, on utilise vraiment des techniques d'opti sparse. Un second axe de la chaire, c'est un peu la variante en dynamique. Donc, par exemple, vous avez un système dynamique qui est contrôlé par un réseau et vous voulez vérifier qu'il est stable. Et la troisième activité, c'est utiliser la Christoffel pour faire de l'entraînement ou de la classification. Donc là, on a un stagiaire récemment qui a... J'arrive plus à passer. OK. Donc ici, par exemple, vous voulez classifier ces 2 nuages de points.
Et en fonction du niveau d'approximation que vous avez dans la hiérarchie, bah, la Christoffel va vous permettre, au bout d'un certain temps, de vraiment arriver à classifier les deux nuages. Alors, si j'ai un peu de temps, je peux faire un zoom sur la partie robustesse, donc qui est vraiment liée à la thèse de Tongshen. Donc ça, c'est un bout d'article dans Siam News que j'aime bien mettre sur mes slides. En gros, bah, c'est un problème que vous connaissez tous, hein, c'est que bah, on n'arrive toujours pas à embarquer ces techniques de learning dans les applications critiques à cause de leur manque de robustesse. Donc on a envie d'avoir des bornes précises sur la robustesse des réseaux. Donc ici, vous avez un schéma de réseau avec ses fonctions d'activation que nous, on considère comme des relus. En fait, la clé pour nous, ça a été vraiment de voir que bah, relu, donc c'est pas un polynôme, c'est une fonction semi-algébrique, mais par contre, on peut représenter son graphe avec des égalités ou des inégalités de polynômes. Donc nous, en tant qu'optimiseur de polynômes, on voit vraiment tout comme des polynômes. Et ensuite, bah, le problème de robustesse, comme on est des optimiseurs, bah, on l'écrit comme un problème d'optime. Et en gros, donc là c'est très schématisé, mais si le max il est négatif, ça veut dire que le réseau il est epsilon robuste. Donc vous voyez que la seconde contrainte, c'est on perturbe l'entrée x0 d'epsilon. Et la première contrainte, bah, elle décrit les entrées-sorties avec relu. Et donc nous, ensuite on réécrit ça comme un problème d'opti polynomial et on le résout. Et en fait, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire que si vous avez des réseaux avec des fonctions d'activation plus compliquées ou avec des relations d'entrée-sortie plus compliquées, en fait, ça change strictement rien. Donc, par exemple, ici, le Z, il est aussi à l'intérieur de la relue, mais pour nous, ça reste encore un problème d'opti polynomial. Et en fait, on est très content quand on a ce type de réseau, parce que souvent, ils sont beaucoup moins gros, il y a moins de couches. Donc, par exemple, pour les réseaux monotones, souvent, on n'a qu'une seule couche cachée. Et donc, c'est parfait pour nous. Alors après, on utilise aussi des méthodes basées sur les constantes de Lipschitz pour certifier la robustesse. On peut aussi faire les approximations d'état avec d'autres techniques d'optimisation polynomiale. Et en fait, l'idée, c'est vraiment ce que représente le dessin, c'est d'aller entre la première et la seconde marche dans la hiérarchie. Donc la première marche, elle ne donne pas une borne assez précise. La seconde, on ne peut pas la calculer. Donc on va entre les deux. Et donc pour finir la présentation, je voulais montrer un petit diaporama de toutes les collaborations qu'on a. Donc côté français et plus particulièrement toulousain, donc évidemment il y a la nouvelle équipe d'Opti Polynomial qu'on vient de créer. Nos collègues qui font de la commande dans le même département au laboratoire, la chaire de Louise, donc avec aussi les problématiques liées à la Christoffel Darboux, et avec Edouard Powells. Et après, côté international, donc je vais pas répéter toute la liste, mais on a aussi ce gros projet Descartes dans le centre Create à Singapour, avec des thématiques qui sont proches. Et donc voilà, je finis en vous mettant les liens des logiciels et en résumant l'ensemble des publications. Merci beaucoup. Ça marche pas. Ah, maintenant, c'est des questions pour Victor ou des questions plus générales Oui. Quoi? Quand tu parlais des structures creuses ou presque creuses au début, en fait, on utilise des fois une structure qui est la structure partiellement séparable, qui provient des équations de dérivées partielles notamment. Et en fait, dans cette situation-là, les deux premières classes que tu as mentionnées, elles sont regroupées dans une seule. Et ce qui compte, c'est simplement avoir un faible nombre de variables qui sont impliquées. Est-ce que tu peux dire pourquoi c'est important d'avoir cette distinction entre correlative sparsity et term sparsity? En fait, c'est parce que, par exemple, dans le second cas, il n'y a pas de correlative sparsity. C'est-à-dire que, en fait, dans le premier type d'exploitation, x1, x2 et x1 puissance 10, x2, ça va être vu de la même manière par l'algorithme de décomposition. Okay. Alors que dans le second cas, on va vraiment distinguer ces deux termes. Mais après, on peut bien sûr combiner les deux. Hein. C'est ce qu'on fait. Okay. Et donc, en termes d'explicabilité, quelle est l'idée principale derrière ça? Parce que tu as dit que c'était pour l'explicabilité, c'est ça que tu utilisais? Ça, c'est plutôt pour la robustesse. Pour la robustesse, d'accord. Okay.
La parcimonie que tu décris, que tu appelles parcimonie, est dans une base. Pourquoi est-ce que vous faites pas ça, vous n'avez pas un concept indépendant de la base? Parce qu'on pourrait se dire qu'un polynôme qui est hyper long, je change les coordonnées, puis j'ai 2 termes, quoi. Donc pourquoi favoriser l'expression de la parcimonie dans la base canonique? Je pense que quelle que soit la base que tu prends, tu as besoin quand même. Enfin, si ton problème est dense, tu vas avoir, tu sais, le nombre binomial de variables à considérer. Je pense que, enfin, tu peux exploiter des bases différentes. Quand Si c'est j'ai sparse. x plus 1 à la puissance n et que je l'écris, je le développe, c'est hyper compliqué, alors que c'est simple, x plus 1 à la puissance n. Oui. Oui, mais quand tu as des contraintes, tu vas quand même avoir les autres éléments de la base qui vont potentiellement intervenir quand tu vas calculer ta décomposition en somme de carrés, même si tu n'as qu'un seul polynôme au départ. Donc tu me dis que la base canonique est canonique pour la parcimonie? Non, non, on peut utiliser d'autres bases, mais ce n'est pas forcément ça qui va te permettre de réduire la dimension du problème. Ça va plutôt te permettre d'avoir un meilleur conditionnement numérique. Oui, Reda. Merci. Donc, en fait, là, dans ce slide, en fait, on a l'impression qu'il y a aussi une question de retrouver une structure de sparsité. Et donc, on a envie de se demander si voilà, nous, les méthodes d'analyse de sensibilité pour dire, bon, ben, cette fonction, elle ressemble à quelque chose qui est en petit degré. Elle ressemble, en fait, là, plutôt au premier exemple ou au deuxième. Et donc là, comme ça, on se dit, les méthodes d'analyse de sensibilité de type Sobol ou ce genre de choses, en fait, là, ça doit pouvoir le détecter. Là, tu parles de détecter le schéma de parcimonie, c'est ça? Exactement. Alors évidemment, tu as raison, toute la difficulté du problème de départ est en fait translatée dans la détection du schéma de parcimonie. Alors très souvent, les problèmes qu'on a, on peut les regarder droit dans les yeux et on connaît ou on devine leur parcimonie. Typiquement, pour la robustesse des réseaux, en fait, elle est triviale. Et pareil pour les problèmes de réseau électrique ou des problèmes d'information quantique aussi, on sait en fonction des relations entre les différentes particules quel est le schéma de parcimonie. Après, on a aussi des heuristiques très efficaces pour les calculer en général, hein, même si évidemment toute la NP difficulté du problème se retrouve là-dedans. Et c'est pareil pour l'exploitation des symétries. D'accord. Merci. Autre question? Je voulais revenir sur les résultats de robustesse. Là, oui. J'ai montré aucun résultat. Mais... Oui, exactement. Donc, je voulais peut-être avoir... voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé avec les monotone equilibrium networks, par exemple? C'est intéressant parce que ça a l'air d'une équation type point fixe. Exactement. Et oui, c'est un réseau beaucoup moins compliqué, mais Jean-Bernard m'avait dit qu'ils étaient moins robustes que d'autres réseaux. Mais en général, j'aimerais savoir, qu'est-ce que cette méthode vous donne en termes de classification, en termes de robustesse pour des modèles différents ou des architectures différentes? Oui, alors il me semble qu'effectivement ces réseaux sont potentiellement moins robustes, mais du coup ils sont moins chers une fois qu'ils sont entraînés à manipuler et à intégrer dans d'autres frameworks. Nous, on se contente juste de les analyser une fois qu'ils ont été entraînés. Hein. On ne les entraîne pas nous-mêmes. D'accord. OK. Et donc, est-ce que vous avez une classification, par exemple, bon, avec la certification directe, qu'est-ce que vous avez pu classifier comme robustesse et à quel point de robustesse? En fait, on a, si je me souviens bien, parce que c'était il y a 1 an et quelques, mais on a repris les résultats qu'il y avait dans dans le papier qui a la première fois analysé la robustesse de ces réseaux. Et on a comparé. Donc en gros, on a comparé le résultat entre la première marche et la marche intermédiaire entre la première et la seconde. Ah, d'accord. OK, merci.